Comment peut-on tuer des gens, entre guillemets, pour le plaisir? Nous, au bas de l'échelle, nous étions là pour exécuter. Tom, on va te tuer ce soir, fais attention, on part avec toi. Il y avait un qui était très gravement blessé, qui était vraiment déchiqueté tout à côté. Mais voilà, mais c'est papa, sa chevalière. Il était méconnaissable. Les familles ont fait disparaître des morts. Si nous faisons un bilan, il faut tout mettre sur la table. Qui du patronat a été poursuivi en mai 67? Personne. Qui de l'administration a été poursuivi à l'époque? Personne. Qui des représentants de l'administration qui a ordonné la tuerie de Pointe-à-Pitre? Personne. Pointe-à-Pitre, sous-préfecture de la Guadeloupe, le 26 mai 1967, il est 13h. Place de la Victoire, au cœur de la ville, des ouvriers du bâtiment sont rassemblés devant la chambre de commerce. Depuis quelques jours, ils sont en grève. Au premier étage de cette maison coloniale, on négocie leur salaire. Les grévistes réclament 2,5% d'augmentation. Le patronat ne veut rien céder. La tension est à son comble. Paul Tomisch est l'homme clé de cette journée du 26 mai 1967. Membre de la CGT du Parti communiste, c'est un syndicaliste rompu à la grève. C'est lui qui, sur la place de la Victoire, tente de canaliser la colère de la foule. Les ouvriers sont attentifs. Ils sont venus en masse sur la place de la Victoire, autour de la chambre de commerce, dans toute la périphérie, en attendant que quelque chose sorte des négociations. 13h30. Chacun campe désormais sur ses positions. Autour de la table, il y a des patrons guadeloupéens qui comprennent qu'il faut céder, et d'autres, venus de métropole, qui estiment ne rien devoir. C'est à ce moment-là que se produit l'étincelle qui va enflammer la foule. Il y a eu un provocateur. Je dis un provocateur parce qu'il ne s'est jamais désigné par la suite, qui a quitté la salle et qui est venu dire « ça y est, il n'y aura pas de règlement » parce que le haut patronat, il a nommé quelqu'un, a dit « on ne fera rien, on va les laisser crever de faim. Quand ils auront faim, quand ils vont crever de faim, à ce moment, ils vont céder. » Cette phrase a-t-elle vraiment été prononcée? Difficile de l'affirmer. Toujours est-il que la foule, déjà surchauffée, a de plus en plus de mal à contenir sa colère. Car nous sommes la veille du 27 mai, le jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Les tensions raciales sont dans tous les esprits. Or, les patrons du bâtiment sont blancs, les grévistes sont tous des Antillais. Non loin de là, une vingtaine de CRS, tous des métropolitains et quelques Martiniquais, sont en attente de maintien de l'ordre. Les premières insultes fusent. Léon Delannoy était gardien de la paix dans les compagnies républicaines de sécurité. Le 26 mai, il se trouve place de la Victoire. Lorsque les manifestants sont arrivés, il y avait des élèves. Ils sont venus se regrouper, peut-être les ont mis là pour essayer de gonfler la population. Et alors les jeunes ont trouvé devant la porte du prise unique, devant le dépôt du prise unique, des bouteilles de limonade. À l'époque, il n'y avait pas de bouteilles en plastique. Ils ont trouvé des bouteilles à limonade, plein de bouteilles, et ils ont commencé à lancer sur les policiers. Les policiers ne reçoivent pas que des bouteilles. Les émeutiers récupèrent des conques de lambi sur les quais qui sont tout proches.
Les conques sont de gros coquillages dont les arêtes sont tranchantes comme des rasoirs. On a eu un sous-brigadier, je vais vous donner le nom, sous-brigadier Kos. Il a eu l'œil enlevé par une conque de Lambie. Alors ça pendait aussi gros quand c'est sorti de l'orbite, c'est gros comme une mandarine. Et alors, des jeunes qui étaient par là, évidemment, c'est le moment, c'est la révolution. Pour eux, c'est la révolution. Ils prennent des conques. Là, il n'y avait pas de bitume encore sur le quai. Il y avait des cailloux qui apparaissaient, des pierres blanches. Ils ont ramassé ce qu'ils pouvaient pour pouvoir tirer sur la police. Et la police a fait feu en face. 14 heures. Des coups de feu claquent. Les policiers ont toujours affirmé qu'ils n'avaient fait que riposter à des tirs provenant des manifestants, sans pouvoir dire de quelle direction exactement. Le capitaine Michel Rupin a pris une décharge de chevrotine dans les jambes. La chevrotine, ce n'est pas du petit plomb qu'on met des carabines à plomb, hein, c'est fait pour tuer. Son chauffeur, Chastan, son conducteur, Chastan, a pris une décharge aussi de fusil de chasse, chevrotine. Nous avons eu plusieurs blessés par arme à feu. Et voyant ces hommes pris sous le feu, le commandant principal, Robert Chéron, a sorti son arme de service et il a fait les sommations d'usage réglementaire. On répond par un coup de feu. La police n'a pas tiré en l'air, elle a tiré directement. Moi, je pense que la police a tiré directement. 14h45. Jacques Nestor, 24 ans, est atteint d'une balle en plein ventre. Quelques secondes plus tard, Harry Pincemaille, 26 ans, est frappé en plein front. Vers 15 heures, la nouvelle de la mort de Nestor et de Pincemaille s'est répandue dans tout Pointe-à-Pitre. Des Blancs, qui se sont attardés dans les rues, sont violemment agressés. Une armurerie du centre est pillée par les émeutiers. Certains paradent en pleine rue avec des fusils de chasse. J'ai vu 2 garçons avec l'arme à la bretelle. Ils avaient pillé une armurerie. Mais en prenant des armes, les armes n'avaient pas de balles, n'étaient pas chargées. Ces jeunes gens ont pris ces armes et ils ont mis ça, l'arme à la bretelle. Ils étaient fiers, ils allaient jouer aux guerriers. Les types sont passés et les ont tués froidement. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'après-midi, la situation devient de plus en plus incontrôlable. Le préfet de la Guadeloupe, Pierre Bolotte, fait déployer 2 pelotons de gendarmerie. Ce n'est donc plus la police, mais l'armée qui va se charger de mater les émeutes. À l'inverse des policiers, les militaires peuvent tirer sans sommation. Quand les gendarmes se déploient, la nuit tombe déjà. Entre chiens et loups, toute personne se trouvant dans la rue est désormais prise pour cible par les gendarmes mobiles, les képis rouges, comme on les appelle ici. Solange Victor Coudrieux était professeur de sport dans un collège de Pointe-à-Pitre. Il n'avait aucun rapport avec les manifestations. Le soir du 26 mai, il essaie juste de rentrer chez lui. J'ai entendu une première détonation. Je croyais que c'était les vitres de Fossanti qui brûlaient. J'ai entendu une seconde détonation. À ce moment-là, je me suis senti freiné, soulevé et je suis tombé. Et j'ai vu que ma jambe se repliait. C'est une douleur atroce. On a l'impression de recevoir un coup de courant. Vous avez reçu un coup de courant. C'est un coup de courant que vous avez et qui ne passe pas. Après, c'est un engourdissement qui ne passe pas. J'étais sur le réverbère.
J'entendais qu'il y avait du monde un petit peu loin. J'entendais. Ce silence était pesant. Je disais, il y a quelque chose. Les gens n'osent pas venir me ramasser. Je leur disais, mais venez me ramasser. Ne me laissez pas mourir à terre. Venez me ramasser. Les gens hésitaient. Personne ne venait. Et j'entendais des craquements dans les cases qui étaient là. J'entendais des craquements de pas. À Paris, un homme suit les émeutes en direct. Jacques Foccart, l'imminence grise du général de Gaulle, l'homme des coups tordus, des mercenaires africains et des basses œuvres de la République. Décalage horaire oblige, Foccart a été réveillé en pleine nuit. Immédiatement, il a placé un escadron de gendarmerie en alerte. 2 Boeing sont prêts à décoller pour Pointe-à-Pitre. Mais il faut attendre l'ordre du général de Gaulle en personne. Or, de Gaulle n'est pas visible avant 9h45, c'est-à-dire 4h45 en Guadeloupe. En attendant, Foccart assume et couvre les ordres du préfet de la Guadeloupe. À Pointe-à-Pitre, alors qu'on avance dans la nuit, les Russes sont nettoyés quartier par quartier. De sa fenêtre, Madame Georges Tarrère voit les fusillades. Les murs de sa maison portent toujours les stigmates de cette nuit-là. Vers 21h, Georges a vu passer 2 hommes qui fuyaient les képis rouges. Parmi eux, Camille Tarrette. Ils couraient dans ce sens, hein. Ils sont venus au galop. Ils sont partis dans cette direction. Évidemment, je ne les ai pas suivis. J'ai su plus tard qu'ils avaient tué Tarrette dans la cour plus haut, à quelques maisons d'ici, la cour Montbruno. C'est dans une ruelle semblable à celle-ci que va tomber Camille Tarrette. Que s'est-il passé? Pourquoi Camille a-t-il été abattu froidement? Joël, son fils, et Micheline, sa veuve, n'ont jamais vraiment compris pourquoi. On s'est connus sous les bancs de l'école. J'avais 14 ans, très jeune. C'était un homme très bien, hein? Très bien. J'avais un mari, vraiment, je dis ça tout le temps, c'est pas parce qu'il est décédé, un mari en or. Il est parti aller faire un tour. J'ai pas vu quand il est parti. J'ai pas vu quand il est parti. On dirait que sa maman avait un pressentiment, alors sa maman lui avait prévenu de ne pas sortir. Tu as déjà entendu ce qui se passe à Pointe-à-Pitre, ne sors pas. Ce soir-là, caché dans l'embrasure d'une porte, un homme voit mourir Camille Tarrette. Raymond Nazaire a accepté de sortir de l'anonymat le jour où il a appris que Camille Tarrette avait 2 enfants et qu'il était le seul à connaître la vérité sur la mort de leur père. Je l'ai vu remontant de Pointe-à-Pitre et à un certain niveau, des jeunes qui étaient dans un couloir l'ont arrêté et lui ont demandé ce qui se passait sur Pointe-à-Pitre. Et il leur disait surtout, parce que de là où j'étais, j'entendais, puisque j'étais tout près, je m'avançais vers eux. Et il leur disait surtout de ne pas descendre à Pointe-à-Pitre. C'est dangereux de ne pas aller, j'entendais ça. Et il y a un moment où il leur a dit, mais les voilà. Donc il les a poussés dans le couloir pour essayer de s'échapper. Ils étaient suffisamment, peut-être trop nombreux. Il les a tous poussés, mais lui, il n'a pas pu rentrer. Ça veut dire qu'il les a poussés, mais comme il n'arrivait pas à rentrer, il a fait face. Et j'ai entendu le coup de fusil. Je n'imaginais pas qu'il avait été touché. Je vous dis que j'étais à 20 mètres. Je l'ai vu tomber. J'ai regardé derrière lui. Quand il est tombé, j'ai vu les 2 gendarmes faisant demi-tour. Donc, ils sont venus là. Personnellement, je vous dis qu'ils l'ont assassiné, ils sont partis. Parce que s'ils sont venus faire ça, ils n'ont pas continué leur route. Ils l'ont descendu et ils sont partis. Mon grand-père, le père de mon père, m'a montré sa chemise, la chemise qu'il portait ce jour. Et il ne s'agissait pas d'une seule balle, hein. Il y en avait 3. C'était très groupé au niveau effectivement de la poitrine.
Je l'ai ramassé et je l'ai emmené, devant, sous le réverbère qu'il y a en face, devant la pharmacie, Michael. Et j'ai arrêté une voiture qui passait. Quand je l'ai mis sur le siège arrière, je l'ai couché sur le siège arrière, il était déjà mort. Il est mort tout de suite d'ailleurs. Et les jeunes sont sortis du couloir, ils m'ont demandé, mais où est Tarrête? J'ai dit, il est dans la voiture, il est mort. Ils sont tous rentrés dans la voiture, ils étaient au moins une dizaine, un peu partout. Même sur le capot, la voiture est partie avec tous ces gens dessus. Je me suis demandé comment ils faisaient pour rouler, mais enfin, ils sont partis. Quelques heures après la mort de Camille Tarrette, alors que le corps est exposé chez lui pour la traditionnelle veillée mortuaire, Gildas Landre, un ami d'enfance de Camille, vient lui rendre une dernière visite. C'est alors qu'un nouveau drame va se produire. Quand ils ont fait feu, les gens ont entendu, alors les gens sont partis dans tous les sens. Et ils sont restés sur la maison en train de mitrailler la maison. Sur la maison. Il y a quelqu'un qui est blessé, qui a été blessé dans la maison. Et quelqu'un qui est mort, Land est mort sur le seuil de la porte. « 27 mai. Pointe-à-Pitre se réveille en état de choc. Il y a encore des échauffourées, mais gendarmes et CRS tiennent la ville. En apparence, tout est calme. Pourtant, c'est bien le 27 que va se nouer le drame. Plus jamais la Guadeloupe ne sera pareille. Et pour cause. Le premier bilan des émeutes est lourd. Au moins 8 morts de sources officielles et sans doute une 60aine de blessés. Reste à connaître le nombre de disparus. Ce samedi 27 mai 1967, comme beaucoup d'habitants de Pointe-à-Pitre, Emmanuel Angèle Gravery cherche son père. Depuis la veille, il est sans nouvelles de lui. Ce n'est que le soir qu'il le retrouve dans un hôpital de Pointe-à-Pitre. À ce moment-là, son père est toujours en vie. On a vu des gens qui étaient dans les couloirs, des blessés. Bon, on n'a pas vu notre père. Et à un moment, on rentre dans une chambre. On nous dit, tiens, ben, alors mon frère aîné, il dit, mais on dirait que ce monsieur ressemble à papa. Et il regarde, on n'a pas reconnu notre père. Mais mon frère Paul qui était là, il dit, mais voilà, mais c'est papa, sa chevalière. Il était méconnaissable. Mon père, qui était quand même de corpulence plus large que moi, un peu plus longiligne, il était beaucoup plus clair de peau que moi, comme à peu près mon épouse. Hein. Mon père, il était gris foncé. Il avait des bleus partout. Il avait une tête qui était énorme, énorme. Et le médecin nous dit, mais votre père peut être sauvé si on arrive à passer la nuit. D'ici le lendemain, on verra bien comment les choses vont évoluer. Le lendemain, dimanche, qu'on allait voir notre père, parce que comme partout, il y a des règles, il y a des heures pour y entrer, des heures de visite. Nous arrivons, le père disparu, jusqu'à aujourd'hui. Il ne reste du père d'Emmanuel Angèle Gravery qu'un seul acte administratif. Un acte de décès, en date du 28 mai 1967. Personne ne peut dire aujourd'hui où repose le corps d'Augustin Angèle Gravery. Nul ne sait exactement de quoi il est mort, si ce n'est qu'il a été battu et enlevé à sa famille. Combien sont-ils, ces disparus de mai 67 ? Dimanche 28 mai. Officiellement, la Guadeloupe a retrouvé son calme. Mais toutes les questions se posent. Que s'est-il passé dans les casernes et les commissariats ? Pourquoi un tel mystère autour du nombre de morts ? Aujourd'hui encore, personne n'a pu apporter une vraie réponse. Élie Domota est responsable du syndicat LKP,
Il est l'homme que toute la France découvre lors des grandes grèves de 2009. Depuis des années, il mène le combat pour connaître la vérité sur le nombre de morts de mai 67. Alors, nous avons lancé une enquête au niveau des hôpitaux et au niveau des registres de décès dans les différentes mairies. Et nous avons comparé les registres de décès de 1966 à ceux de 1967 pour voir s'il n'y avait pas eu des pics. En fin de compte, les morts que nous retrouvons, ce sont les morts qui sont connus. C'est Land, c'est Taret, c'est Nestor, et en fin de compte, Pinsmaï. Mais les témoins dont les parents ont disparu, les morts ne sont pas recensés. En fin de compte, les gens ont enterré leurs morts, ou il y a même des morts qui ont disparu. Nous avons rencontré un témoin qui a vu son père mort et le corps a disparu. Ces gens ont été enterrés quelque part. Personne n'a fait de déclaration de décès de parents. Personne n'est venu dire qu'on a un parent disparu. C'était quelque chose de terrible. C'est un traumatisme qui a rendu les gens... ils ont perdu la mémoire. Ils ont perdu la mémoire. Perte de mémoire ou simple réflexe dû à une longue tradition de répression sanglante. Pour Élie Domota, mai 67 s'inscrit dans une logique vieille de plus d'un siècle. 1910, des travailleurs ont été tués à Saint-François et à Rapester. 1925, ce sont 6 travailleurs qui ont été tués à l'habitation Duval à Petit-Canal. 1952, c'est 5 personnes qui ont été tuées au Moule, dans les manifestations. 1967, c'est le pic de plus d'une centaine de morts. Donc, il y a une vieille tradition de répression du mouvement ouvrier par l'État colonial français. Le pouvoir va attendre presque 20 ans avant de parler de mai 67. Ce n'est qu'en 1984 que Georges Lemoine, secrétaire d'État à l'outre-mer de François Mitterrand, lance un chiffre énorme, 87 morts. À l'origine de ce décompte macabre, une note des services de renseignement du ministère. Le nombre des tués varie selon les sources. 22 recensés officiellement, estimation de 30 à 50, car des cadavres ont été récupérés discrètement par les familles. Et ça, effectivement, on me l'avait expliqué. Les familles ont fait disparaître des morts. Qu'on ne voulait pas qu'on puisse établir des fiches d'état civil pour tel ou tel. Mais ce qui est plus curieux, c'est qu'il n'y a eu aucun père, aucune mère, aucun frère venu dire « Voilà, un tel n'est pas rentré, où est-il » Personne, encore de nos jours, personne. 87 morts en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre un jour, ça se serait su. Et moi, je pense que les survivants de l'époque ne l'auraient pas accepté non plus. Il y aurait eu de violentes réactions et ça aurait dégénéré en termes de coloration de peau. Parce qu'on aurait certaines, les jeunes se sachant brimés, tués, ils se seraient pris aux Français, aux Blancs en particulier. Vous voyez? Alors moi je dis que non, une centaine de morts, pour moi ça ne prend pas. Non. Il a toujours été dit, dans les premiers mois qui ont suivi, qu'il y avait eu 84, 85 morts. Et puis après, le chiffre est monté à 100 et quelques, 127 à peu près. Mais je sais que sur la ligne de chemin de fer qui partait de l'ancienne usine du Darboussier vers le carénage, elle traversait la route qui va de Pointe-à-Pitre vers les Abîmes. Maintenant, il y a une route qui surplombe. Mais le chemin de fer traversait là et reprenait les champs de canne qui longeaient le Rézé, l'aéroport du Rézé. Et plusieurs jours après, dans ces champs de canne, en bordure des champs de canne, ont été retrouvés des morts, des cadavres. Des gens qui avaient été blessés, mais peur de se faire arrêter, de se faire coincer, sont allés se réfugier, ils sont morts là. Beaucoup. C'est bien. Mais le chiffre exact, je ne peux pas vous dire. Il y en a 5, 10, 15, 20. On ne sait pas. Ce sont toujours des bruits de coursives.
livret de coursive. Le nombre exact, je ne l'ai jamais su. Plus de 40 ans après les faits, Georges Lemoine, l'ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, n'en démord pas. La note des services secrets qui lui a été communiquée reste le seul chiffre crédible. 22 plus 50, on est déjà à 72. De 72 à 87, vous savez qu'il y ait 15 corps de plus qui aient été récupérés par les familles. On est dans un ordre d'idées. Si la police a tué 87 personnes, mai 67 serait l'un des plus gros massacres commis par la France sur des citoyens français depuis la fin de la guerre d'Algérie. Un massacre passé sous silence. Alors que partout dans le monde, des caméras filment sans aucune censure, sur la place de la Victoire, à Pointe-à-Pitre, il n'y a qu'un seul photographe pour témoigner. Il faut dire que l'actualité à l'époque se fait loin des Antilles. Toute la presse titre sur la guerre des 6 jours qui va éclater entre Israël et l'Égypte. Dans Le Monde du 30 mai, la Guadeloupe ne figure qu'à la page 9. L'oubli, déjà. J'ai été élevé sans père. Ma mère, elle a été tout. Elle a été père, mère, elle a été tout. C'est elle qui a bâti le foyer, elle a été tout à la fois. Mais cette souffrance, de toute manière, comme je vous dis, rien ne pourra l'enlever. Rien ne pourra l'enlever, rien. Il y a beaucoup d'aide. Contre l'État. Contre l'État. La grève du bâtiment n'est pas tombée comme ça, comme un grain de pluie, d'accord? Il n'y a pas eu un jour, bim, parté, c'est la grève du bâtiment et tout ce qui s'ensuit. Il y avait une situation sociale atroce. Dans une case, monsieur, il y avait 4 familles. Donc, pas de cuisine, pas de toilette. Comment ça se passait? Devant la porte, dans le couloir, il y avait un réchaud à bois, charbon, et il y avait une tinette. Et pour que la pluie ne tombe pas dans les deux, on mettait une même feuille de tôle pour couvrir les deux. C'est des choses que j'ai vues, de mes yeux vues. La situation sociale explosive de la Guadeloupe résulte de profondes mutations économiques. Depuis le début des années 60, l'industrie sucrière, l'un des piliers de l'économie guadeloupéenne, s'écroule. Une à une, les usines ferment. Tout était axé sur la canne. C'était l'usine à canne, il y avait plusieurs industries. Tout était basé sur l'exportation du sucre. Et dans la démarche politique du gouvernement de l'époque, il a fallu quand même revoir l'économie sucrière au profit du bâtiment, de l'économie du bâtiment, de la construction. Et c'est ainsi que plusieurs sociétés anonymes ont débarqué ici pour pouvoir créer sur les Pointe-à-Pitre et toute la périphérie. 1967. C'est l'époque où les ouvriers des usines sucrières viennent en masse grossir les rangs de ceux qui travaillent sur les immenses chantiers de la rénovation urbaine. Une main-d'œuvre non qualifiée, dure à la tâche, qui n'a pas peur d'affronter le patronat. Pour loger cet exode rural, il n'y a guère que les bidonvilles qui côtoient les barres d'immeubles en construction. 1967, c'est aussi l'époque où la société de consommation débarque sur les rives de la Guadeloupe. C'est l'époque où se crée le premier prise unique de la Guadeloupe, qui va se trouver à la rue Frébeau, à côté du
entre la rue Frébeau et la rue Nausière. À la rue Nausière, on a la poste, à la rue Frébeau, les magasins, et c'est précisément un pôle, un lieu central pour la circulation des marchandises. Les gens commencent à venir travailler en ces lieux et les gens viennent acheter en ces lieux. Alors ça, c'est important, il faut le comprendre. Parce que quand il y aura les manifestations de 1967, beaucoup de gens qui vont manifester ne sont pas seulement des ouvriers du bâtiment, ça commence par les ouvriers du bâtiment, mais des gens venus de ces quartiers périphériques qui ont un mal-vivre à exprimer, vont trouver l'occasion de le faire. Jacques Nestor, le premier tué du 26 mai, n'est pas un ouvrier du bâtiment. Il est métis, fils d'un militaire antillais et d'une blanche métropolitaine. Simple pêcheur du quartier de l'Oricisque, dans la banlieue de Pointe-à-Pitre, il ne possède guère que sa barque et ses filets. Lorsque les quartiers maritimes sont menacés, il est l'un des plus touchés, l'un des plus en colère. Jacques était écœuré. Il était révolté parce que, selon lui, on faisait courir le bruit qu'on allait décaser les gens. C'était pour construire des maisons pour les Blancs. Si l'origine directe de mai 67 se trouve dans la crise qui pousse les ouvriers de la canne vers la ville, elle n'explique pas l'ampleur de la répression. Pour les autorités, les émeutes de mai 67 ont un seul responsable, le GONG, le groupement des organisations nationalistes de Guadeloupe, c'est-à-dire les indépendantistes. Basse-Terre, préfecture de la Guadeloupe. Nous sommes à 80 km de Pointe-à-Pitre, 2 mois avant le massacre. En mars, il y a des élections à Basse-Terre et comme d'habitude, la fraude règne. La pratique d'alors, c'est d'acheter des voix. En mars 67, les magouilles électorales sont si fortes qu'une simple étincelle va mettre le feu aux poudres. Une altercation entre un blanc marchand de chaussures et un antillais va jeter les émeutiers dans les rues de la ville. Parmi ceux qui affrontent les forces de l'ordre se trouve un jeune homme de Pointe-à-Pitre, Jacques Nestor. Nestor, le militant, celui que certains surnomment le Che Guevara de la Guadeloupe. Les services spéciaux le soupçonnent d'être l'un des soldats du nationalisme guadeloupéen. De fait, Nestor est un combattant. Derrière sa haute silhouette se profile le GONG, les radicaux de l'indépendance. Il est encore GONG, puisque le GONG, c'était la révolution. Il est encore GONG, mais le GONG était en fait une organisation secrète pour la Guadeloupe. On entendait parler du GONG, mais on ne savait pas. C'est dans une librairie du Moule que nous avons retrouvé la mémoire de Jacques Nestor. À l'occasion des commémorations de mai 67, une exposition était consacrée au GONG. Ce jour-là, nous avions rendez-vous avec le docteur Michel Numa, l'un des fondateurs de l'organisation. Michel Numa est décédé quelques semaines après cette rencontre. Il avait accepté, avec ses mots de militant, de témoigner sur ce que fut l'aube du nationalisme guadeloupéen. Nous étions jeunes, nous pensions que nous aurions pu aller beaucoup plus vite vers l'émancipation, pas l'indépendance tout de suite. On a toujours dit qu'on était prêt à consentir un certain nombre d'étapes avant d'arriver à cette indépendance, à cette intégration dans la Caraïbe. Nous étions enthousiastes à l'époque, l'enthousiasme a un peu baissé évidemment. Il y avait un seul membre du GONG dans la manifestation, c'était Nestor. Mais Nestor était venu là comme soutien à ses camarades du bâtiment, ouvriers du bâtiment. Pratiquement tous les ouvriers du bâtiment vivaient à l'Oricis comme Nestor. Ils les connaissaient. Et dès que Nestor sentait qu'il y avait une injustice quelque part, que ce soit au niveau à l'époque du cyclone Inès de septembre 66, que ce soit l'affaire Sinski à Basse-Terre, que ce soit la manifestation des jeunes du mois, Nestor était là. C'était un camarade très activiste. Les activités du GONG ne vont pas tarder à inquiéter des services comme la DST,
la direction de la surveillance du territoire. D'autant plus qu'à Paris, un homme a un œil en permanence rivé sur la petite Guadeloupe, Jacques Foccart. Si le gong inquiète Foccart, c'est bien que l'époque est à l'internationale révolutionnaire et aux indépendances des dernières colonies. L'indépendance, tout le monde en parle. De Gaulle l'a déjà accordée à 14 États africains. Foccart, qui connaît mieux que personne ce dossier des nationalismes, sait bien que les gestes du président encouragent les indépendantistes guadeloupéens. Il y a un remue-ménage au niveau des intellos qui se disent le statut politique actuel n'est pas tolérable, il faut changer. La population légitimiste suit difficilement, mais elle commence à suivre, de sorte qu'il y a un remue-ménage très lent, très grand, qui va s'opérer et qui va aboutir aux événements de 1967, qui marquent comme un point d'orgue dans la vie politique et sociale de la Guadeloupe. À Paris, l'idée d'indépendance fait son chemin, surtout parmi les étudiants antillais. Inévitablement, le rêve de liberté se teinte des idées révolutionnaires de l'époque. Au milieu des années 60, le pays phare de la révolution internationale, c'est le Cuba de Fidel Castro, la petite île de la Caraïbe qui résiste à l'impérialisme américain. Cuba n'est pas si loin. Cuba a procédé à un renversement de régime en 1959. Fin 59, c'est à ce moment-là que Fidel Castro prend le pouvoir. Donc une lutte de classe triomphe dans la Caraïbe. 1962, c'est l'Algérie qui obtient son indépendance. Une lutte pour l'indépendance nationale triomphe en Algérie. En 1967, il ne reste donc à la France que des miettes d'empire. Pas question de les laisser filer à une poignée d'indépendantistes qui n'ont qu'une légitimité restreinte. La Guadeloupe est à 2 pas de Cuba. Le risque est grand d'une contagion communiste. Au Vietnam, les Américains se battent pour endiguer la marée rouge. Le communisme, c'est la bête noire de Foccart. La répression sera à la hauteur de sa phobie. La grève des ouvriers du bâtiment de mai 67 était une occasion rêvée, je dirais, pour pouvoir sévir quand on se met du côté du colonialisme. Et c'est vrai qu'ils ont frappé fort, aveuglément, mais tout en ayant en tête que l'essentiel de gens qu'ils devaient tuer étaient des militants du Gong. Et voilà, il y a un certain nombre d'autres personnes qui n'avaient rien à voir, mais on a tué de manière sauvage pour faire peur, pour que nous n'ayons plus l'idée de recommencer. On l'avait fait en 1802, on l'a recommencé en 1910 et on l'a fait aussi en 1967. À côté de la darse de Pointe-à-Pitre, non loin de la place de la Victoire, une immense fresque a été inaugurée à l'occasion du 40e anniversaire de mai 67. On y voit Jacques Nestor tomber sous les balles des CRS. Non loin de lui, Harry Pincemaille, le 2e tué. Au fur et à mesure que le temps passe, une autre histoire s'écrit sur la foi de la mémoire des uns et des autres. Une histoire floue dans laquelle chacun livre sa vérité. Sans le Gong, si le Gong n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu des événements de mai. Il y aurait une grève qui aurait tenu pendant un certain nombre de temps. On aurait sûrement donné aux ouvriers une petite augmentation de 1%, alors qu'ils réclamaient 2,5%, et ils auraient peut-être repris le travail. Une autre vérité va surgir à Paris, celle de Jacques Foccart. Dans ses mémoires, il affirme que les menées indépendantistes sont à l'origine des émeutes. Exit la grève des ouvriers et les revendications salariales. Exit la CGT proche du Parti communiste guadeloupéen qui a organisé les manifs. Car au parti, on est tout sauf indépendantiste. Or, pour Foccart, la cible doit être ceux qui veulent l'indépendance de la Guadeloupe. Lorsqu'elle téléphone au général de Gaulle pour lui parler des émeutes, il ne parle pas d'une grève d'ouvriers, mais bien des nationalistes du Gong.
Les arrestations à Paris ne vont pas tarder. Nous sommes arrêtés en tant que responsables du gong, point. C'est ce qu'avait décrété d'ailleurs Jacques Foccart dès le 27 mai à De Gaulle. Nous avons arrêté 27 responsables du gong, ce qui était faux, puisqu'il n'y avait que Pierre Sainton arrêté. Et nous, on nous a arrêtés en juin. Alors, c'est quand même pas Madame Soleil. Comment Foccart a pu dire à De Gaulle le 27 mai à 4h45 du matin, heure de Guadeloupe, que 16 responsables du gong avaient été arrêtés. Et comme par hasard, ce sont 16 responsables du gong qui se sont trouvés devant la Cour de sûreté de l'État 9 mois après, emprisonnés le mois de juin. Le chef d'inculpation était l'histoire qu'on leur prêtait, à savoir qu'ils avaient organisé un complot. Ils avaient, par des liens extraordinaires que l'accusation n'arrivait pas à monter, à faire en sorte que d'un côté, certains étaient en Guadeloupe et avaient fomenté un complot avec le gong, qu'ils étaient en relation avec d'autres qui étaient à Paris, qui fomentaient également ce complot. Bref, qu'ils avaient monté une organisation qui dépassait le cas d'Al-Qaïda, si vous le voulez bien. C'était quelque chose d'invraisemblable. On a cherché des armes chez nous. L'arsenal du gong présenté devant la Cour de sûreté de l'État, une cour aussi majestueuse, solennelle, c'est un vieux revolver rouillé qui servait de presse-papier à notre ami Etils. Et le président du tribunal lui-même, la ferraille, il a repoussé ça. Juin 1967. À Paris, 18 membres du gong comparaissent devant la Cour de sûreté de l'État. Le procès va très vite tourner à la confusion. Rien ne tient dans le dossier qui a été ficelé par les magistrats. Peut-on condamner une revendication politique ? Peut-on prouver que des individus qui se trouvent à Paris ont téléguidé un massacre commis par d'autres ? Nous avons donc été au procès qui a tourné à la confusion du pouvoir français, puisqu'aussi bien les peines qui ont été infligées étaient des peines tout à fait légères et ces garçons ont pu regagner la Guadeloupe. Les vrais coupables n'ont jamais été poursuivis. Qui du patronat a été poursuivi en mai 67? Personne. Qui de l'administration a été poursuivi à l'époque? Personne. Qui des représentants de l'administration qui a ordonné la tuerie de Pointe-à-Pitre? Personne. Autrement dit, les vrais responsables n'ont jamais été dans les boxes. Seuls ont été dans les boxes ceux contre lesquels on craignait qu'ils ne propagent une idéologie qui était contraire aux intérêts dits de la France colonialiste et de l'Empire français. En Guadeloupe, la justice va juger le seul homme qu'elle peut tenir pour directement responsable des émeutes, Paul Tomiche. Tomiche a été arrêté quelques mois après les événements de mai. Le magistrat de Pointe-à-Pitre lui met sur le dos l'entière responsabilité des tués et des disparus de mai 67. J'étais responsable de tout ce qui s'était passé. De tous les morts. Y compris. Mais j'ai dit, d'ailleurs, j'ai dit que je prends la responsabilité du décès de tous ceux qui sont partis. Parce que si vous me dites que moi, c'est moi qui ai été responsable de ce qui s'est passé dans Pointe-à-Pitre, il n'y a pas de raison que ça soit séparé de cela. Tomiche ne fera qu'1 an de prison. Comme avec le gong, la justice ne pouvait rien lui reprocher. Restaient les victimes de mai 67. Ceux qui ont été blessés par les gendarmes ont été indemnisés. Mais il a fallu d'âpres batailles judiciaires. J'ai fait un procès contre l'État français, procès qui a duré 5 ans. Parce qu'on voulait à tout prix me trouver des torts. Je dis, mais quel tort vous pouvez me donner? Où voulez-vous en venir exactement? Ce que je voulais, c'est surtout faire ce procès et reconnaître que je n'avais rien à voir, reconnaître ce que les Français, les forces de répression ont dû faire en Guadeloupe. C'est ce qui m'intéressait avant tout.
étant donné que les enfants étaient orphelins, on appelle ça, j'ai touché l'allocation d'orphelin pour mes enfants avec mon salaire, c'est tout ce que j'ai eu. Hein. Je n'ai rien eu, rien du tout. Mais cette souffrance, de toute manière, comme je vous dis, rien ne pourra l'enlever. Hein. Rien ne pourra l'enlever, rien. Des excuses. Mais au moins, il y a un minimum. Il y a un minimum. Et c'est ce qui reste, en fait. Même ce minimum, il n'est pas. Il faut qu'on remette ça sous le tapis et que les gens qui ont perdu leurs proches, il faut qu'ils se manifestent et qu'on fasse un procès à l'État. Hein? Même s'il y a 100 ans, même s'il y a 40 ans, il faut. Parce que j'ai souffert et je souffre toujours. Oui, j'ai refait ma vie, mais je souffre toujours. Je souffre. Quelques jours après la tuerie de mai 67, les négociations entre les patrons du bâtiment et les ouvriers vont reprendre. Le patronat et l'administration vont céder sur toutes les revendications. Ce n'est plus 2,5% d'augmentation qui vont être accordés, mais 25%. Si mai 67 a laissé des traces, c'est du côté de ceux qui vont mettre la Guadeloupe à feu et à sang qu'il faut les chercher. Luc Rennette a été l'homme de la lutte armée et des Nuits Bleues dans les années 80. Un de ceux qui a grandi dans le souvenir silencieux des morts de la place de la Victoire. Il y a toute une génération de militants des années 80 dont l'engagement découle directement des événements de mai 67 qui, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, perturbe, je dirais, l'inconscient guadeloupéen. Et donc tout ce qui s'est passé après résulte aussi de cela, c'est-à-dire d'une prise de conscience et du fait qu'à l'époque, nous n'étions pas en mesure de nous défendre, parce que nous avons été vraiment, je dirais, tirés comme des lapins. Et il fallait absolument, quelque part, que les Guadeloupéens eh bien, ripostent. Mai 2007, la Guadeloupe est paralysée par une nouvelle grève. De Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, les émeutes font rage pendant plus d'un mois. Un syndicat, le LKP, a décidé d'en finir avec la vie chère, ce que l'on appelle ici la profitation. Une figure émerge du mouvement, Élie Domota. Celui qui va défier la France pacifiquement est, comme Luc Rennette, un enfant de mai 67. Quand un petit garçon, quand votre mère, il y a quelques années, quand votre mère vous envoyait faire quelque chose, et comme on dit chez nous, ou t'es qu'à bougonner, c'est-à-dire que tu n'étais pas content, hein, elle te disait, est-ce que tu étais un petit gong, un petit subversif? Et je reste convaincu que la répression de 1967, les gens l'ont vécu comme étant une interdiction totale à lever la tête et à oser dire qu'on n'est pas d'accord avec l'autorité de la France. Et à partir de ce moment-là, personne ne devait savoir que mon fils, ma fille ou mon mari ou mon épouse fréquentaient des personnes qui pourraient être de loin, de près ou de loin, remettre en cause l'autorité de la France en Guadeloupe. Donc, on ferme sa bouche, tout le monde est français et c'est fini. On avait le sentiment que nous n'étions pas quittes avec ce gouvernement qui avait massacré impunément des gens qui étaient innocents. Et jusqu'à ce jour, en 2010, nous sommes dans la même logique. Nous voulons connaître la vérité, mais nous voulons aussi changer les rapports entre la France et la Guadeloupe. Pour des hommes comme Luc Rennette ou Élie Domota, mai 67 est devenu un outil de revendication politique. Chaque année, en compagnie des vieux leaders du gong, ils célèbrent la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles des CRS et des gendarmes mobiles. Une occasion de faire retentir l'hymne guadeloupéen. On ne saura sans doute jamais le nombre de morts de mai 67. Et même si un ministre a donné un jour le chiffre de 87, rien ne pourra jamais faire oublier les brûlures de l'histoire. Si le passé peut nous donner des leçons, il restera à jamais de ces 3 jours qui ont ébranlé la Guadeloupe que la répression n'a servi à rien. Au lieu de tuer dans l'œuf l'indépendantisme guadeloupéen,
l'État français venait de le réveiller. La patrie, c'est le père. Quand on ne peut pas donner à manger à ses enfants, on tue ses enfants. Est-ce que ça se fait? Quand on ne peut pas répondre à une revendication qui est humaine, c'est un droit de pouvoir élever et nourrir sa famille, c'est un droit. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit tuer ses enfants? Le père doit tuer ses enfants? Quand ses enfants disent « mais papa, on a faim ».